Depuis 3 ans, Martinez est réapparu lundi dernier. Pas sous la forme de fantôme, plutôt vivant ces dernières heures, tel que décidé par ses bourreaux qui avaient certainement le feu dans les yeux, tels des démons sans compassion. Il était affaibli, le visage tuméfié, les yeux crevés, méconnaissable, une presque loque humaine qui suppliait ses bourreaux de l'épargner du glaive de la faucheuse. Mais non. Ces bourreaux, membres de la DGRE, dit-on, encore faut-il le dire avec prudence, censés traquer les bandits de grand chemin et autres braqueurs, ennemis de la République, étaient en scène. Comme des petits diables assoiffés de sang, torturant sans pitié un journaliste sans armes. Son péché, il en sait trop. Le laisser en vie est une menace pour les camps rivaux qui s'affrontent au sommet de l'État, visiblement pour le contrôle du pays après Biya. Question. Sommes-nous dans une mafia d'État? Quel est le seuil d'information que ne doit pas franchir un homme de médias s'il veut rester en vie? Maintenant que Martinez, le sphincter troué, le corps électrocuté, l'oreille tranchée, est mort, qu'est-ce qui arrivera aux auteurs et commanditaires haut placés ayant ordonné sa liquidation? 90 minutes pour le savoir, tout comme faire la lumière sur l'argent des agents recenseurs lancés sur le terrain aux fins de collecter les données liées à notre démographie, la clé de voûte nécessaire à l'élaboration de la politique de développement du Cameroun. Madame, Messieurs, le temps d'une émission, nous allumons aussi nos caméras sur l'audit lancé par le ministre des Finances au Cameroun afin, aux fins de débusquer les fonctionnaires véreux propriétaires de centaines d'enfants fictifs pour lesquels ils perçoivent des allocations colossaux en guise en termes d'allocation familiale, siphonnant tout ainsi et sans doute avec la complicité interne les caisses de l'État. Vous nous recevez chez vous chaque dimanche. Eh bien, Madame, Messieurs, ce dimanche encore, nous vous souhaitons la bienvenue à ce débat des esprits libres sur Balafon Télévision. Bienvenue à Accent 237. Des petites minutes de retard qui n'enlèvent rien à la substance et au contenu de ce programme. Sur le plateau, ils sont avec nous déjà, Maître Claude Assira, ou alors professeur Maître Claude Assira, bonsoir et bienvenue. Vous partez de Yaoundé, vous êtes à Douala. Dans le cadre de cette émission, nous vous disons infiniment merci. Merci pour votre invitation. Et tout à côté de vous, un cadeau de la presse, Michel Michaud-Moussala. Et justement, la justice est pratiquement clouée au pilori. Dirait-on au quartier, la justice est à la barre. De toutes les façons, de mémoire de journaliste, avec vous, on aimerait éplucher quelques questions liées à la justice. Vous qui avez couvert tant d'audience dans votre carrière de journaliste. Vous êtes senior journaliste. Bonsoir Xavier, bonsoir nos co-discutants et c'est un plaisir. Merci pour l'invitation. J'espère que vous avez tellement un menu alléchant qu'il y aurait bien des choses à dire. Et le journaliste a toujours à dire, dit-on. Mais comme on l'a dit dans l'introduction, il faut surtout mesurer la limite, la fine limite entre ce qu'il faut savoir et ce qu'il ne faut pas savoir. On en reparlera. Alors, sur le plateau également, il est le coordonnateur de l'ONG Un Monde à venir, Philippe Nanga, bien connu de l'espace public pour ses postures et ses positions en ce qui concerne la défense des droits de l'homme. Philippe, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Xavier, bonsoir aux autres co-panélistes. Salut à toute la jeunesse qui nous suit. C'est toujours avec plaisir que je prends part à vos émissions pour donner le regard anticipé sur les sujets du jour. Alors, justement, le quatrième panéliste sur ce plateau, Clément Jou, du Manidem. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Xavier, bonsoir mes co-discutants, merci de m'avoir invité. C'est vrai que la thématique d'aujourd'hui là, c'est une thématique qui semble très sensible parce que quand vous regardez, vous comprenez que la thématique d'aujourd'hui, ça touche le sommet de l'État. Parce que quand on parle de la DGRE, c'est comparable à la CIA. Tout à fait américaine. Merci Clément Jou. Et justement, on en parlait, le procès sur l'assassinat de Martinez Zogo s'est réouvert lundi dernier, pratiquement 2 jours de procès, où, au fur et à mesure que l'on dégraine, notamment que les débats sont menés dans les tribunaux, encore au tribunal militaire, il y a des nouvelles apparitions, des nouveaux noms qui sont cités dans ces affaires, et on est en droit de se poser la question, finalement, qui a tué Martinez Zogo? Et parlant justement de cette audience qui s'est tenue pendant 2 jours, nous revenons sur ces entrefaits de ces audiences. Balafon Média a couvert l'événement. Voici le reportage de Sébastien Oyébé.
depuis Yaoundé. Examen contradictoire du rapport d'expertise numérique du professeur Georges Bel-Bidjoka s'est poursuivi ce mardi au tribunal militaire de Yaoundé. Interrogé par les différentes parties, l'expert a rappelé que ses conclusions se limitent aux données effectivement analysées et non à désigner d'éventuels responsables pénaux. Les échanges ont donné lieu à des appréciations contrastées. Maître Achou, avocat de la partie civile, a sollicité une contre-expertise, estimant que certains aspects techniques méritent des investigations complémentaires. A l'inverse, la défense de Jean-Pierre Amourou-Belinga a choisi de ne pas contre-interroger l'expert, une position assumée par ses conseils, qui affirment adhérer aux conclusions présentées à la barre. À l'issue de cette nouvelle journée d'audience, les réactions des avocats témoignent des interprétations, parfois divergences d'un même rapport. Pour Maître Calvin Diop, avocat des ayants droit de Martinez Zogo, l'expertise apporte des éléments importants à la manifestation de la vérité. C'est un rapport qui vient remettre les cartes sur table. Un rapport qui vient balayer tout ce qu'on nous a raconté depuis le départ. Un rapport qui est clair sur les implications des uns et des autres. Et nous avons d'ailleurs tous, de manière unanime, nous avons salué la qualité du travail qui avait été effectué, la qualité des recherches, la qualité technique de cet expert. Du côté de la défense, certains conseils, notamment ceux de Martin Savom et de Maxime Ekoeko, estiment au contraire que les conclusions de l'expert confortent leur ligne de défense. Ce que l'expert ignore, puisqu'au moment où il fait son expertise, il n'est pas informé de ce que les autres téléphones de mon client étaient sous-scellés au niveau de son bureau. Puisque lorsqu'il est parti répondre à l'invitation au CED qui a conduit à ce traquenard dans lequel on l'a arrêté, il avait les 3 téléphones qui ont été expertisés. L'expert, nous le pensons, a été perspicace et il sera certainement suivi par le tribunal. Malgré ces prises de position, plusieurs questions restent en débat. L'audience se poursuit au tribunal militaire de Yaoundé avec le professeur Bel-Bidjoka, toujours à la barre, pour répondre aux interrogations des différentes parties. Justement, en parlant de cette affaire Martinez Zogo, un élément nouveau, c'est la diffusion de cette vidéo qui est née de l'expertise menée par le professeur Bel-Bidjoka. L'interprétation ou encore l'exploitation des téléphones a donc permis de voir une vidéo dans laquelle Martinez Zogo suppliait ses bourreaux de le laisser en vie. Malheureusement, des hommes pratiquement sans cœur ne l'ont pas écouté de cette oreille. Et d'ailleurs, sur ce plateau, un juriste pour mieux nous éclairer sur la question, professeur Maître Claude Assira, d'ailleurs vous étiez au procès avec des nouveaux éléments qui apparaissent, Martinez torturé, les oreilles coupées, entre autres, électrocuté. Finalement, qui a tué Martinez Zogo? La justice peut-elle suffisamment être libre quand on voit toutes ces tentacules qui viennent parfois du sommet de l'État? Est-ce que la justice, vous qui êtes un enseignant de droit, peut justement être libre dans ce cas de figure, qualifié par certains comme une sorte de crime d'État? Il y a beaucoup de choses dans votre question qui mériteraient une analyse. Ça veut dire qu'il faut faire un peu le tri. Qui a tué Martinez Zogo? Il y a 2 vérités en général par les cas. Vous avez la vérité immanente, qui est celle que seul Dieu connaît aujourd'hui, celle qui est dans le cœur, dans la conscience des hommes que nous avons devant nous, et il y a ce qu'on appelle la vérité judiciaire. C'est-à-dire qui est l'ensemble des éléments que, depuis l'enquête préliminaire de la commission mixte jusqu'à l'instruction préparatoire qui s'en est suivie, et jusqu'à arriver au jugement devant le tribunal, avec tout le processus que vous voyez se dérouler sous nos yeux, on va essayer de démêler. Il est évident que la partie n'est pas facile du tout, parce que les commanditaires ne signent jamais leur forfait, ce qui est d'ailleurs en plus une lâcheté supplémentaire, outre le fait qu'ils s'en sont pris à plusieurs, à une personne qui était toute seule, qui ne pouvait pas se défendre. Il se trouve que là, en l'occurrence, ils sont supposés, ils sont présumés l'avoir fait à plusieurs, puisque pour l'instant on est encore en train de chercher. Il se trouve que même lorsque l'événement se produit, la mort, ils n'ont même pas le courage d'assumer jusqu'à présent, même si c'est vrai que le body language, si vous aviez été
au procès, surtout le premier jour. Je pense que leur langage corporel traduisait effectivement une certaine culpabilité. Voilà, tout à fait. Le fait qu'ils n'assumaient pas. Voilà, je vais dire ça comme ça. Vous aviez des regards qui fuyaient, vous savez, on a coutume, nous, à s'en tenir aux éléments cartésiens de l'appréciation. Le langage corporel d'un être humain, quand vous accompagnez des gens qui vont devant la justice, vous pouvez parfois... Le regard fuyant, on nous a appris à l'école que vers la gauche ou vers la droite. La personne qui affirme sa vérité a toujours le torse comme ça, la poitrine. Or, l'autre a la tête, en général, dans les épaules. Bref, bon, ce sont des mimiques, ce n'est pas des choses qui sont vraies à 100%, mais vous avez des attitudes qui vous permettent de connaître à peu près le degré de sincérité que vous avez avec votre client. Et là, en l'occurrence, effectivement, il y avait des attitudes, des mimiques, des comportements, des regards qui pouvaient traduire que les gens que nous avions en face de nous avaient certainement plus à dire que les silences que nous avions observés d'eux jusqu'à présent. Donc, on essaiera de chercher à savoir qui a tué Martinez Zogo. Maintenant, sur le deuxième volet de votre question, est-ce que la justice peut être suffisamment libre? La justice a déjà, le premier carcan de la justice, c'est le magistrat lui-même, qui est un homme ou une femme, la plupart du temps, avec ses forces et faiblesses, qui peut être quelqu'un de déterminé, comme ça peut aussi être un paresseux. Ça peut avoir été quelqu'un qui maîtrisait l'ensemble des textes, comme ça peut être quelqu'un qui ne les connaît pas, qui peut avoir une éthique ou pas. Donc les critères de liberté, tels que vous les indiquez, dépendent de beaucoup de paramètres. En général, les seuls éléments qu'on demande les seules qualités qu'on demande à un magistrat, c'est d'être à la fois indépendant et impartial. Alors si c'est là-dessus que vous voulez faire réagir, l'indépendance, dans votre thème, je crois que vous devez être le seul média à n'avoir pas inscrit la question du Conseil supérieur à la magistrature, qui aurait pu nous interroger déjà sur l'indépendance de la magistrature. Nous savons très bien ce qu'elle vaut, l'indépendance de la magistrature. C'est-à-dire qu'en gros, on va se retrouver avec des magistrats qui, dans le passé, n'ont pas brillé par une grande indépendance pour les petites affaires. La question que nous devrions nous poser ici est celle de savoir, est-ce que si on ne les a pas connus courageux, affrontant les ordres, les instructions qui leur sont données de ce qu'ils appellent la hiérarchie dans des petites affaires, est-ce qu'ils pourront le faire dans les grandes affaires? Est-ce que c'est ici qu'on pourrait attendre d'eux? On verra. La deuxième question, c'est l'impartialité. L'indépendance et l'impartialité ont ceci de différent que... Alors, les deux concourent au même objectif, c'est-à-dire essayer de rendre le juge, pour reprendre votre expression, libre. Mais autant l'indépendance vient de l'extérieur, en l'occurrence du Conseil supérieur de la magistrature, autant l'impartialité est à l'intérieur même de l'agent. Il n'y a pas une école, il n'y a pas qui apprend l'impartialité, il n'y a pas un organe. C'est-à-dire que celui qui va être, par exemple, sensible aux questions d'argent, aux questions tribales, aux questions amicales et autres, quelle que soit la composition du Conseil supérieur de la magistrature, quel que soit son effort à essayer de faire, de détacher autant que possible le lien entre l'exécutif et la magistrature, celui qui est qui est victime de lui-même ne va pas être un bon magistrat. Or là, en l'occurrence, on a quand même une affaire qui est relativement sensible. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'interactions. Vous avez des relents. Il y a là-dedans un mania de la presse qui, dit-on, est souvent très généreux. Je n'accuse personne, mais je veux dire que tout ça fait un cocktail. Cette générosité, on vous lit entre les lignes, est-ce qu'elle pourrait influencer le cours de la justice, l'indépendance des magistrats et juges de l'affaire? Il faut craindre que cela n'intervienne. Moi, je me pose parfois beaucoup de questions sur... ce procès, il ne commence pas là. Il a commencé depuis quelques jours déjà. Nous avons vu faire. On a vu des ordonnances qui sont intervenues, dont une notamment, je crois, le 1er décembre 2023, ou 24, je ne sais plus, qui nous a tous interpellés à un moment donné. On voit parfois des attitudes. Je ne voudrais pas en dire un peu plus ici pour laisser quand même un tout petit peu respectueux de l'institution. Et voilà, mais je pense qu'il y a un certain nombre de comportements et d'attitudes qu'il faudrait scruter au plus près. C'est l'occasion pour moi ici, si vous me permettez, peut-être. Allez-y. La dernière chose que Allez-y. Oui. Je souhaiterais que
ce ne soit pas seulement. Ce qui m'ennuie, je suis très content que la presse aujourd'hui remette le regard sur ce dossier en particulier. Malheureusement, beaucoup de Camerounais ont abandonné, ils ont abdiqué des questions du vivre ensemble. Ils pensent que ça n'appartient que au gouvernement, à l'État. Le vivre ensemble, c'est nous tous. On a tué un homme, on a tué un de nous, on a tué nous-mêmes. Dans des conditions de férocité, vous avez décrit, je ne sais pas si vous avez vu les images ou si vous avez simplement décrit sur la base de ce qu'on vous a dit. Mais ce que vous dites, de toutes les façons, cette information, la garde secrète. Ce que vous dites est très juste. Oui. Je vous assure que de toute ma vie professionnelle d'avocat, il m'est rarement arrivé d'être confronté à une telle horreur. Et Dieu sait que depuis la France en 1998 jusqu'ici, j'ai eu l'occasion de faire des procès criminels. Je n'ai jamais vu un tel degré d'atrocité. Des gens, des êtres humains, ont pu faire ça à un autre, à un des leurs, qui ne leur a rien fait de mal. Parce que quelqu'un dans la colère se fâche, s'énerve et voilà. Payer, quand vous voyez des montants qui ont même été mis en place, c'était même la question d'argent. Le maximum qu'on ait versé aux gens, c'était 100 000 francs. Oui, entre 50 et 100 000. 100 000 francs pour tuer un être humain, dans les conditions que j'ai vues. Aucun d'entre nous, pendant un moment, il y a eu un émoi. Ils sont venus pendant quelque temps au tribunal. Après, plus rien. Pourtant, je pense que c'est nous tous. C'est le regard que nous avons sur la justice, parce que c'est de ça que vous parlez. Oui. Quand vous parlez d'indépendance, de liberté, d'impartialité, ces éléments-là ne peuvent être forcés que parce que vous avez des gens qui veillent. Tout ce qui est clandestin a souvent tendance à tourner dans l'obscurité. Et donc je pense que là, j'espère que les images qu'on a fini par montrer, qui nous ont secoués au plus profond de nous, vont également réveiller l'intérêt de la presse, parce que c'est un citoyen camerounais, et si la presse ne le fait pas, et là en l'occurrence c'est encore un des vôtres, c'est-à-dire que n'importe lequel d'entre vous, devant son micro, peut exposer sa vie, pourra devenir la prochaine cible. C'est pour ça que je vous dis, vraiment veillons. Plus on sera nombreux à être vigilants, je pense que plus on garantira l'impartialité, ce que vous appelez la liberté, l'impartialité et l'indépendance. Merci, professeur maître Claude Assira. Et un journaliste sur ce plateau, vous voyez, c'était normal que dans notre casting, nous puissions donner la parole à un vieux journaliste, et d'ailleurs qui a assisté à une époque assez difficile de la presse, notamment la période des pots de panthère. Revenons rapidement sur le plateau. Michel Michaud-Moussala, un journaliste, ou alors un homme des médias qui a été tué d'une façon si atroce. D'ailleurs, Maître Kaldjok disait de ces images qu'elles étaient insoutenables. Du coup, dans une affaire comme celle-là, où il y a une sorte de dualité entre la transparence et bien évidemment la protection du secret, jusqu'où on peut s'attendre à ce que la vérité soit faite, la lumière soit faite sur cette affaire? Est-ce que le journaliste ou encore les médias doivent véritablement travailler d'arrache-pied pour que le public soit informé le plus possible? Excusez-moi pour ma petite tour que je traîne depuis quelques jours. Vous aviez posé là une question à répondre avec beaucoup de recul. Parce que si on veut rester dans la pugnacité de ce que nous recommande un peu le métier que nous avions appris à faire, on serait très très amer. Ce que je veux dire à Maître Assira, que la presse ne joue pas son rôle. Elle joue son rôle dans un camp comme dans un autre. Le droit de la différence, c'est fondamentalement ce qui anime souvent les médias. Dans le cas d'espèce, nous avions un citoyen camerounais, donc unanimement, tout le monde a constaté depuis 3 ans qu'il n'a pas accès à ses enfants. Lui, il est mort. Et sa famille a besoin d'un homme. Les Camerounais ont besoin d'un citoyen. Ce qu'il faut dire d'entrée de jeu, et ce que le Camerounais doit savoir, c'est que nous rentrions là directement dans un procès d'un système. Il ne faut pas se cacher les mots. Nous sommes en plein dans un procès d'un système. On connaît bien les services. Moi, j'ai été victime en 1997, quand les éléments de la DGRE nous avaient enlevé au cours d'une soirée rédactionnelle. On allait me laisser dans les plantations, de l'autre côté, après le pont de la Libamba, les plantations, les Palmeraies. Vous avez eu la chance, vous? Vous étiez vénard, certainement. Ils m'ont jeté à l'intérieur et ils sont partis.
Dieu seul sait, je ne savais pas là où j'étais à 2h du matin. Ce qui venait à se faire autour de Martinez, c'est une atrocité qu'on ne peut pas digérer. Vous demandez à la presse, j'écoutais tout à l'heure mon maître Assira en faire des commentaires sur la solidarité qui devrait nous animer. Mais moi j'ai vu à la suite de cet élément qui a été publié, j'ai vu comment les médias se sont entredéchirés. Il faut qu'on se le dise. Alors pourquoi, pour quelle raison? Honte pour quelle raison? Que les gens n'aient pas pris du recul, que c'est un confrère, que c'est quand même un être humain qu'on a tué, au-delà de la confrérie. Voir comment on a escamoté Martinez Zogo. Et quand on sait que ces services de la DGRE, pourquoi aujourd'hui une dénonciation de la DGRE devrait s'opérer depuis l'époque où c'était CEDOC, Diedoc, afin de tomber aujourd'hui à la DGRE. Vous connaissez les atrocités que ces services ont faites aux Camerounais? Dites-nous un tout petit peu. Non. Pendant même l'époque de la résistance, avec les UPCistes, jusqu'à moi, j'ai des amis de classe qui ne sont jamais plus revenus, qui étaient des Libermaniens. Demandez aux Libermaniens, quand on venait enlever des élèves de classe de 4e, 3e, les parents ne sont jamais rentrés en possession de leur enfant. Excusez-moi, il y a des choses que je me refuse de dire. On a vécu des atrocités de ces services. On parlerait, on m'aurait raconté l'histoire où j'ai mené des enquêtes, que c'est toujours ce service qui serait allé arrêter le colonel qui était en exil au Burkina, et qu'on aurait éliminé quelque part. C'est selon ce que les gens disent. Je parle au conditionnel parce que dans mes enquêtes, mes investigations, ce n'est pas une structure adorable à entendre. Monsieur Xavier Long, alors, de mon expérience, question, je vais dire tout simplement. Votre question, la question pour vous relancer. Lorsque vous parlez de certains services qui ont une certaine expertise pour happer des personnes qui peuvent se cacher n'importe où, mais on revient dans notre société qui est, on va le dire, dans laquelle on retrouve les grands bandits, le grand chemin, ceux qui nuisent à la tranquillité des Camerounais. Non. Mais comment sont-ils laissés libres quand même, alors qu'on a des experts qui peuvent leur mettre la main dessus? La DGRE n'a aucune mission de traquer le voleur de biscuits ou le fumeur de chambre. Ce n'est pas leur rôle. Ils ont une mission tout autre. Peut-être qu'elle n'est pas facilement lisible aux yeux des Camerounais. Pour un Camerounais lambda, il faut être victime. Moi, mon grand frère Mabon a passé presque 5 ans, 6 ans de détention à la BMM. C'était la brigade Miss Mobile, comme on définissait. À l'époque, il venait de Lyon, c'était le secrétaire général de l'UNEC. Donc il faut qu'on dise des choses. Mon grand frère a souffert de martyrs. J'ai des membres de famille. Quand on allait vous isoler en Bopi, demandez leur service, vous ne verrez jamais les services publics de la DGRE en face. Vous ne le reconnaîtrez jamais. Vous avez même des membres de famille qui appartiennent là-dedans, qui sont des véritables monstres, qui peuvent venir en découdre avec vous dans votre village, partout. Ils ont des missions bizarres, malheureusement. On va vous dire que c'est la CIA, tout comme tous les autres États, ont des services pareils. Mais les nôtres, quand ils commencent à s'abattre sur des simples Camerounais qui n'ont rien à voir, et Dieu merci, pour dire que Dieu merci aujourd'hui, on est au début, on est à l'entame de la découverte de la vérité dans l'affaire Martinez. C'est la nuit de long couteau qui commence. Et justement, ce qui est sûr, le régime va s'éventrer avec l'affaire. Parce que je l'ai dit sur un autre média, que si, à la fin, vous verrez qu'au cours de ce procès, ce que j'envisage, maître, je ne souhaiterais pas que ce soit ça, vous allez voir 2 ou 3 personnes prendre sur eux le crime. Dire que libérer tout le monde, c'est nous qui avons posé cet acte. J'en ai déjà vu dans les enquêtes. Et ce sera pourquoi? Pour sortir? Pour essayer de tuer l'affaire. Si vous avez 3 individus qui viennent dire que bon, l'affaire dont vous emmerdez tout le monde là, en réalité personne, hein, mais pourtant nous sommes dans un contexte où on cherche. On connaît à la lumière d'un certain nombre de choses, de certaines pistes, nous connaissons déjà les tueurs. Mais où sont les commanditaires? Le problème que les avocats veulent arriver à la notion de la vérité, c'est chercher à savoir qui sont. Le mort est là, c'est Martinez. Les tueurs, auteurs, les auteurs, ceux qui ont posé les actes. Oui.
sont là. Il y a quelques indices qui démontrent que c'est tel et tel. Mais les commentaires... Mais maintenant, les commentaires, le débat... Et d'ailleurs, tous les commentaires vont dans le sens où on dit que les commanditaires se retrouveraient au niveau du sommet de l'État. Et c'est pour ça que j'ai dit que je ne veux pas dire qu'ils se retrouveraient au sommet de l'État. Ils peuvent même être au bas des escaliers. Mais ce qui est clair, dans une affaire comme celle-là, il faut savoir qu'il y a des individus qui ont actionné et qui ont appuyé sur le bouton qui, pour eux, Martinez représentait quoi en termes de dangerosité journalistique. Nous-mêmes, entre confrères, si je veux le dire, nous avions été écorchés plusieurs fois par les commentaires de Martinez. Mais ce n'est pas une raison d'écarter la confraternité. Et justement, quand nous sommes confrontés... De liquider quelqu'un de manière aussi abjecte. Et regardez, je ne sais pas, parce qu'à la suite de ce qui s'est passé au tribunal, on m'a dit que sa femme... Elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie. Vous trouvez que ce spectacle reste... Parce qu'à un moment donné, il y a 2 ans, nous disions même sur les plateaux que nous devons enterrer notre confrère là, que l'affaire là s'arrête à ce moment. Merci Michel Michaud-Moussala. Alors, Philippe Nanga, coordonnateur de Un Monde à Venir, on sait quelle est votre position. La ligne de toujours, celle d'avoir un monde meilleur, un monde justement où tout le monde a des droits et est suffisamment protégé. Mais quand on regarde une affaire comme celle de Martinez, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que la justice a les moyens de son indépendance pour une affaire aussi sensible qui impliquerait des personnes aussi fortes? C'est peut-être votre vœu, c'est ce que vous cherchez depuis longtemps, c'est ce que vous défendez, mais est-ce qu'en l'état, dans la réelle politique, est-ce qu'on peut l'admettre, on peut le voir? Non, je pense que M. Assira a donné un point de vue qui me semble être techniquement et même, je vais dire publiquement, à valider. S'il fallait valider. Il connaît bien le milieu, beaucoup mieux que moi. Nous, on observe de loin. La question ne se pose pas. La question, est-ce que notre justice est en capacité ou alors a suffisamment d'indépendance, de recul pour prendre en charge un tel procès? La question ne se pose pas, M. Assira l'a dit. Donc je pense qu'on a été, s'ils n'ont pas été capables d'être indépendants pour des petites affaires, ce n'est pas pour une affaire aussi complexe. Qu'ils vont être capables de gérer objectivement. C'est clair. Et à partir de ce moment, est-ce que le procès a encore son sens? Est-ce que cette tirade qu'on observe depuis 3 ans en procédure, c'est pas quand même trop? Est-ce que on pense au public ou encore aux populations qui ont justement envie de voir la lumière être faite sur cette affaire? Ça a du sens pour eux. Là aussi, c'est pareil. La remarque a été faite là sur ce plateau. Au début, il y avait la mobilisation, il y avait des gens qui revendiquaient. Le temps a fait que cette mobilisation s'effrite et que les gens passent à l'oubli. Justement, le fait de prendre du temps... une stratégie. Ça a des effets aussi. Et en politique, on parle de la discontinuité de la mémoire sur laquelle les politiciens surfent. Est-ce qu'on est là en train de vivre un cas ou alors une stratégie qui s'appuie sur cette discontinuité de la mémoire pour faire oublier l'affaire carrément? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Au moins, l'opinion publique, lui, on arrive à le manipuler avec ça. Même si des organisations comme les nôtres, comme d'autres organisations, l'OREDA continue d'inscrire ça. Nous, on était le mois dernier encore à la Commission africaine. Notre rapport, notre communication qui a été faite à la Commission avait bel et bien mentionné encore l'affaire Martinez-Zogo, comme l'affaire Ouazizi qui est jamais pour nous terminée. Elle ressort toujours dans nos rapports. Tant qu'il n'y aura pas de lumière, on remettra toujours cette affaire dans nos rapports. Mais maintenant, oui, on lit en commission africaine ou à Genève. Après, mais le jeu, c'est que l'opinion s'élasse et que la pression de l'opinion, n'est-ce pas, soit finalement gérable. Et c'est ce qui se passe. Parce que pour une affaire comme celle-là, dans d'autres pays, on aurait vu, n'est-ce pas, des grandes manifestations publiques. On aurait vu de grandes mobilisations le jour des procès, des audiences.
C'est comme ça que ça se passe dans d'autres pays. Mais est-ce Il y que a la pression de l'opinion. Est-ce que cette absence de grande mobilisation n'est pas liée à l'expérience que les Camerounais ont avec les manifestations? Une fois qu'on se met dans la route, on sait qu'il y a le Mami Wata, comme on l'appelle affectueusement, qui se mettra en route et rapidement les gens seront aspergés d'une eau, notamment qui débranche, ainsi de suite. Est-ce que c'est pas cette peur-là? Quelquefois aussi, on peut comprendre les Camerounais. Bon, je ne sais pas si on peut comprendre, mais peut-être que vous trouvez une explication à cela. Mais dans d'autres pays également, et ce qui se passe ici se passe dans d'autres pays. Je pense que vous avez parlé de quelqu'un qui a vécu des situations. Moi, j'ai quelquefois subi aussi des situations. Ça n'empêche pas que nous soyons toujours au front. Donc, on ne peut pas... oui, il y a cette peur, cette crainte de subir des menaces et autres. Mais Maître Assira l'a dit encore, oui, mais si parce qu'on craint, on recule, on disparaît, on laisse faire, ben, la société est morte finalement. Je pense que les médias, tout au moins, ont une responsabilité, c'est de maintenir la flamme, d'accompagner l'opinion, de soutenir l'opinion, tout comme les organisations de la société civile, qui aussi ont une responsabilité, c'est de soutenir l'opinion. Nous sommes des acteurs de proximité et donc c'est parce que nous parlons avec des gens, nous les accompagnons, nous expliquons les enjeux, que les gens peuvent rester mobilisés. Je pense qu'après, on peut constater que nous ne faisons pas notre travail aussi. Les populations ne rentrent pas en jeu comme ça. Les populations rentrent en jeu parce qu'elles sont éduquées, parce qu'elles sont accompagnées, parce qu'elles sont soutenues par la presse, par les organisations, par d'autres acteurs. Je pense que nous devons faire notre boulot tout simplement pour que la pression populaire soit maintenue et qu'un jour la vérité soit dite. Parce que cette affaire-là, en réalité, c'est le procès de tout un système. Tout à fait. C'est le procès de tout un système. L'affaire Martinez, c'est tout un système parce que le service qui est impliqué, vous avez parlé, on a évoqué ici sur ce plateau la CIA. La CIA, c'est quand l'État américain est en danger. Il ne s'occupe pas des délinquants, même des grands bandits. Non, la CIA ne s'occupe même pas des grands bandits. Il s'occupe des gens qui attaquent l'État. Alors, dans le cas d'espèce, oui. Est-ce que Martinez Zogo représentait-il un danger à ce niveau? Mais justement, en quoi Martinez Zogo était un danger pour l'État du Cameroun? Moi, je ne vois pas. Et ça, en tout cas, l'affaire Martinez Zogo, nous, dans nos analyses, nous disons toujours, moi j'ai souvent l'habitude de dire à mes collaborateurs, moi, ce qui me fait peur, c'est pas M. Biya. J'ai l'habitude de le dire, c'est pas M. Biya qui me fait peur, parce que je ne suis pas sûr qu'il sait que j'existe, à un monde, je ne suis pas sûr. Mais c'est surtout les individus. C'est les individus qui sont autour de lui qui sont dangereux. Parce que le travail que nous faisons, en réalité, l'État n'est pas du tout menacé. Mais c'est des individus au sein de l'État qui voient notre travail comme un danger. C'est pareil avec le travail que faisait Martinez Zogo. En réalité, moi j'ai suivi plusieurs fois ses sorties. Au contraire, il interpellait le président de la République. Donc, l'État. Il interpellait l'État. Donc, il était en solidarité avec l'État. Parce que justement, la plupart des dossiers qu'il dénonçait, c'était des dossiers de prévarication de la fortune publique, justement, avec les 65, qui mettaient en difficulté l'État. Tout à fait. Bon, comment vous pouvez donc expliquer qu'un service supposé défendre l'État s'en trouve mêlé, n'est-ce pas, dans une affaire où quelqu'un a été massacré, soi-disant, parce qu'il, n'est-ce pas, plutôt dénonçait, mettait en avant, n'est-ce pas, des travers qui mettaient en difficulté l'État. Donc, ce n'est pas compréhensible. Je pense que c'est tout le système qui est en procès à travers l'affaire Martinez Zogo. C'est tout le système qui est en procès. Donc, il s'agit de comprendre comment fonctionne notre système qui est devenu aujourd'hui un véritable danger en lui-même. Alors, puisque vous parlez du système, est-ce qu'on se retrouve dans une configuration, Philippe Nanga, où quelques personnes qui bénéficient d'un certain nombre de privilèges utilisent la force publique désormais pour régler leurs propres comptes? C'est comme ça. Notre système aujourd'hui, de mon point de vue, fonctionne un peu comme la mafia, dans la mafia. C'est-à-dire, vous ne savez pas qui est qui, vous ne savez pas les intérêts de qui, mais vous recevez simplement, n'est-ce pas, les affres des gens que vous ne connaissez même pas. C'est un peu comme ça, de mon point de vue, que fonctionne notre système aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que le chef de ce système
M. Biya lui-même ait encore le contrôle sur ce système-là. C'est ça la dangerosité de notre système aujourd'hui. Parce que si on avait encore un chef au-dessus de ce système, qui avait la maîtrise de ce système-là, je pense qu'on aurait un peu plus de visibilité sur l'affaire Martinez-Zogo. On aurait eu un peu plus de visibilité sur l'affaire Ouazizi, parce que vous ne pouvez pas expliquer que un journaliste disparaisse, son corps disparaisse comme ça, et qu'on n'en parle plus, et que ça implique l'État. Donc, Reporters sans frontières a dit que notre pays est aujourd'hui un des pays dangereux pour le métier de journaliste. Quand on vous sort un tel rapport, une telle position d'une organisation internationale, un État normal s'arrête un moment, réfléchit. Parce que on est dans une sorte de... Je ne sais pas comment je vais appeler le procès Martinez-Zogo. Parce que quand je vois même les forces en présence, quand je vois les conseils qui sont en présence, je dis... Seulement la configuration des conseils que vous voyez dans l'affaire Martinez-Zogo, ça vous interpelle. Vous qui êtes un observateur extérieur, vous vous dites qu'il y a quand même un problème. Quand vous regardez... À quel niveau en 30 secondes pour sortir? Non, parce que vous voyez quand même des grosses têtes, n'est-ce pas, de l'ordre des avocats de notre pays qui sont dedans. Vous sentez quand même qu'il y a quelque chose. Ils ne sont pas forcément dans le même camp. Et donc ça interpelle. Ça nous amène à construire une certaine lecture, n'est-ce pas? C'est pour ça que je parle de la complexité même de ce procès, au regard des acteurs, n'est-ce pas, en présence qui sont impliqués dans le jeu. Finalement, que ce soit la défense, que ce soit les accusés. Il y a beaucoup d'argent qui circule et chacun veut tirer. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'argent qui circule, mais la réalité, c'est que il y a une complexité, n'est-ce pas, dans cette affaire qui appelle quand même à s'interroger sur la nature réelle de notre système. Parce que de ce qui ressort, des informations qu'on entend entre les accusés, les contre-accusés et tout, des individus qui auraient, n'est-ce pas, acheté tout un service ou des responsables des services, ainsi de suite, vous posez beaucoup de questions. Vous posez beaucoup de questions aujourd'hui dans notre pays, qui est capable de faire quoi? Qu'est-ce qu'un individu est capable de faire avec tout un système? Dans un pays normal, ce qui se passe là aujourd'hui, c'est d'une telle gravité que le président de la République se serait exprimé sur ce sujet-là. Parce que la DGRE, c'est quand même le plus haut niveau de la sécurité de notre pays. Et donc, quand il se trouve impliqué dans une affaire, on disait tout à l'heure, de 100 000, 50 000... Pour tuer un homme, 50 000... Vous vous posez de questions. On est capable d'acheter tout un service aussi important avec des sommes aussi minables. Des broutilles, comme dirait quelqu'un. Merci Philippe Nanga. Alors, le regard d'un homme politique sur cette question, le choix du Manidem n'est pas justement hasardeux lorsqu'on sait qu'il y a quelques mois par le passé, le Manidem a perdu son commandant en chef qui était également un véritable lutteur pour la cause de la justice sociale au Cameroun. Alors, lorsqu'on décrypte ce qui est en train de se passer et qui ressort de ce procès, est-ce que pour M. Lambda qui nous écoute à la maison, il peut continuer de faire confiance en notre système judiciaire? Est-ce qu'on peut espérer que, vu la complexité de cette affaire, que justement la justice prenne toutes ses responsabilités et fasse une véritable lumière sans complaisance? Non, je pense que c'est le procès du système Biya. Et c'est autant le procès du système Biya parce que au crépuscule de sa gouvernance, de son règne, les clans se sont formés. Lui-même a fabriqué des monstres et des monstres froids. Parce que, mon cher Xavier, on parle du directeur de la DGRE. On parle du colonel, commandant des opérations. Et on parle d'un journaliste qu'on a froidement assassiné, torturé. Et on l'a vu mourir petit à petit. C'est sûr que certains buvaient du champagne, comme Aïdjo l'a fait quand on avait tué Oumniobe. Alors là... Non, il faut le dire. C'est sûr que certains buvaient du champagne. Il faut le dire. Parce que pour un être humain qui a encore toutes ses facultés,
on a la crainte quand on voit quelqu'un partir. Pourquoi c'est la justice du système? Martinez décriait un certain nombre de faits qui accablaient certaines personnalités dont il citait les noms. Ça veut dire qu'en tout état de cause, Martinez était aux côtés du président de la République en lui disant « Monsieur le Président, voici ce qui se passe. Prenez vos responsabilités. » Prenez vos responsabilités. Comment ça se fait que c'est celui-là qui était en train de décrier des faits, une situation, que ce soit celui-là qui soit zigouillé de cette façon-là? Commençons par le début. Depuis, dans un pays normal, comment a-t-on fait que le jour où on arrête Martinez, que les caméras de Yaoundé soient éteintes? Qui a donné l'ordre qu'on arrête le patron de la DGRE? Si on commence à donner des ordres pour qu'on arrête quelqu'un, ça veut dire qu'on sait ce qui s'est passé. Alors, de question en question, puisque Martinez est allé au niveau d'une gendarmerie, comment les gendarmes ne sont pas sortis? C'est autant de questions qui restent. Est-ce que les complicités étaient multiples, même au niveau notamment de ce corps? Je vais vous dire quelque chose. En 1989, quand les étudiants ont réclamé les bourses ici, il y a des étudiants qui ont été enlevés. Jusqu'aujourd'hui, pas la DGRE, jusqu'aujourd'hui, les parents n'ont jamais su où sont partis leurs enfants. Vous avez les preuves de ce que vous dites? Je les assume, j'ai des preuves, puisqu'il y a des membres de ma famille qui sont portés disparus jusqu'aujourd'hui, depuis 1989. 2. Vous avez quelqu'un qui a participé à une tentative de putsch dans peu pays, qui avait pris exil au Burkina Faso. Les services secrets français connaissaient comment il parvenait en Afrique et en Europe. Aujourd'hui, il est porté disparu. Vous savez quoi? Ceux qui ont tué Martinez savaient qu'ils ont l'habitude de faire comme ça et rien n'arrive. Ils ont fait ça avec Ouazizi, ils ont fait ça avec Monseigneur Mbala. Sauf que celui qui prend les miettes finit par prendre le morceau. Et quand c'est gros, vous ne pouvez plus avaler. Est-ce que Martinez était dans le gros morceau qu'il fallait absolument pas avaler? C'était le gros morceau. Aujourd'hui, ceux qui sont au banc des accusés aujourd'hui, personne parmi eux ne pouvait croire qu'ils pouvaient être au banc des accusés. Personne. Pour eux, ils étaient des intouchables. Quand vous voyez la vidéo, vous écoutez l'expertise de M. Bidjoka, vous vous posez des questions. Pourquoi on n'est pas allé au fond? Pourquoi pour certains, il n'y a que 18% qui ont été exploités? Pour d'autres, on est allé au fond. Il y a des points d'interrogation. Certains téléphones n'ont pas été fouillés, n'ont pas été exploités. Les clouds des téléphones de certaines hautes personnalités n'ont pas été... Pourquoi certaines communications ont été effacées, ont été supprimées, et qu'on n'arrive pas à ressortir ça? Au 21e siècle, avec le système numérique, c'est pas possible. Je vous dis, c'est le procès du système. Et le système va s'effriter. Vous avez des gens dans ce pays qu'on a pris. Vous avez le grand frère Michel Mouchou Moussala a parlé de son grand frère. Il y a un UPCiste qui est encore en vie, Ekambi Dibongue, qui a été arrêté en 1977. Torturé, il avait 18 ans. Torturé. La DGRE, c'est des gens qui s'occupent quand on attaque un État. Ça veut dire qu'en tout état de cause, Martinez avait attaqué un État. Si oui, si ce n'était pas l'État, il a donc attaqué un clan. Un clan qui a décidé de piller ce pays. Et que quelqu'un a dit, je ne suis pas d'accord. Alors, nous sommes là donc dans un procès qui va éventrer le système jacobin de M. Biya. Si on va jusqu'au fond de cette affaire, je peux vous dire que comparaison n'étant pas raison, ça veut tout simplement dire
que si ça avait été en France, les journalistes de Mediapart qui ont dénoncé Sarkozy, on les aurait tous tués. Parce que voilà un ancien président aujourd'hui qui est au tribunal en France. Mais au Cameroun, ils se sont dit, mais nous avons tué Monseigneur Mbala qui faisait partie de l'église catholique romaine. L'église catholique, c'est le Vatican, c'est quand même costaud, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Ouazizi, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Les sœurs de Djoum, rien. Les sœurs, rien du tout. Alors, Martinez, c'est qui? C'est ça. Martinez, c'est qui? Mais ils ont oublié une chose. Chaque chose dans la vie a un temps. Il y a un temps pour tout. Et ils sont tombés sur la mauvaise personne. Vous savez, dans nos villages, dans nos coutumes, on dit souvent que c'est un petit bébé qui tue le vieux sorcier du village. Personne ne pouvait croire que l'affaire Martinez pouvait durer 3 ans. Et c'est pas parti pour s'arrêter là. Parce que les avocats feront leur travail en demandant l'impartialité de la justice. Et si on pense dans ce pays que la justice ne peut plus être impartiale, ça ne vaut pas la peine. Clément Jo, merci d'ailleurs. Alors, ce sera une question, c'est la même pour tout le monde sur ce plateau. Et on aura 2 minutes chacun en temps de parole là-dessus. Alors, lorsqu'on regarde les grands stratèges qui ont évolué dans le monde, je convoque Sun Tzu dans l'art de la guerre. Il dit justement, lorsque le prince, ou du moins un roi, a longtemps régné et à un moment donné, il s'est senti presque rejeté par son peuple, il veut laver son visage. Il tue donc le général qui était sa main forte, qui procédait aux éliminations des uns et des autres. Est-ce que là, avec cette affaire Martinez, on peut s'attendre, parce qu'on fait le procès du système, qu'effectivement le président Paul Biya demande à ce que la lumière soit faite sur cette affaire, qu'on liquide effectivement tous ceux qui ont procédé aux assassinats et du coup, la confiance du peuple et du président sera revenue. Est-ce qu'on peut envisager ce genre de cas de figure, professeur Maître Sira? J'ai écouté la prise de parole de mes co-discutants de ce soir. Je pense que vous nous posez des questions qui nous obligent à spéculer souvent, à beaucoup spéculer sur un dossier qui est un cas particulier avec des éléments qui sont des éléments tangibles. Parce que allez lire dans le cœur et les reins de ce que peut vouloir le président de la République que nous ne voyons jamais, qu'on ne connaît pas, dont on a dit... Mais vous avez eu la chance de le saluer d'ailleurs. Vous avez trouvé sa main assez vigoureuse, professeur Maître. Si vous pensez que, en rajoutant ce commentaire, vous facilitez la compréhension que vos téléspectateurs pourraient avoir de ce cas particulier de Martinez. C'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on ne tombe pas dans la facilité, dans ce truc. Moi, je viens vers vous pour essayer en me disant que peut-être que les choses de la justice sont souvent des choses un peu complexes, un peu compliquées. Donc, il faut qu'on essaye d'expliquer au public, d'expliquer aux uns et aux autres, et à force de le faire. Mais si on me demande d'aller imaginer ce qui aurait pu être, ou alors de vous réexpliquer ce qui s'est passé, je suis venu ici à votre invitation au moins 2 ou 3 fois l'année dernière. Vous m'avez reposé les mêmes questions sur la main du président de la République. Je veux dire que franchement, je ne vois pas quel est le lien que ça pourrait avoir aujourd'hui dans le cadre d'un dossier aussi important que celui dont on est en train de parler. Alors, si on revient sur le sujet, on vous écoute, professeur. Non, ce que je vous dis est important, parce que sinon vous allez nous obliger à spéculer. Soyons sérieux. Ce procès, il faut qu'on remette les choses en place. Il n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu, cela étant une volonté politique. Vous savez comment ça s'est souvent passé. Redonnons à César ce qui est à César. Oui. Si on avait voulu que ce procès n'ait jamais lieu, les forces centrifuges qui existent aujourd'hui au sein de l'État se seraient arrangées pour qu'on crée une commission, une énième commission, qui n'aurait eu pour seule conséquence que d'enterrer le dossier Martinez-Zogo. D'où notre question a tout son sens, professeur. Là, vous nous rejoignez. Notre question a tout son sens. Le fait que nous ayons ce procès aujourd'hui est, je pense, quelque chose qu'il faut aussi mettre à l'actif des autorités de justice, des autorités politiques, des pouvoirs publics. C'est important de le dire. Ils ont même grillé plusieurs feux rouges. La commission s'il n'y avait pas eu une commission, vous savez qu'aujourd'hui, dès que vous désignez vous donnez une prérogative à une institution,
elle a tendance à en abuser et au bout d'un certain temps, il y a tellement de micmacs à l'intérieur qu'on s'y perd. On a décidé de mettre en place une commission mixte qui était à la fois police et gendarmerie pour que les deux puissent se contrôler, se surveiller, etc. etc. On a renvoyé devant le tribunal militaire. Il y a eu, je pense que beaucoup de choses, et il faut pouvoir le dire, ont été faites pour que nous puissions avoir la possibilité d'arriver au stade où nous sommes. Le seul ennui, c'est que la justice n'a pas besoin, souvent, dans beaucoup de cas, de la pression extérieure pour mal faire. Et c'est le cas également qu'il faut signaler. Je pense qu'il y a évidemment toujours l'ombre qui est ou réelle ou supposée des pouvoirs publics. Moi, j'ai connu des magistrats qui, sans qu'ils y aient été forcément invités, ont cru devoir d'eux-mêmes aller s'asservir, s'assujettir au pouvoir parce qu'ils voulaient faire plaisir. Ils ont cru retrouver le nom du neveu du ministre de la Justice ou de tel ou de tel. Donc, en l'occurrence, vous avez non seulement cette indépendance et cette impartialité dont je vous parlais qu'il faut questionner, vous avez aussi d'autres éléments extérieurs qui peuvent être des éléments d'affinité. Je vous dis, ils existent. Je n'ai pas le droit de jeter à la vindicte n'importe quel nom ici, mais il y a un certain nombre d'éléments de faisceau. Vous êtes tous des journalistes et je pense, autant que vous êtes ici, des personnes suffisamment averties dans la vie publique pour pouvoir savoir, deviner ce que je vous dis ou aller faire des investigations. Vous avez une plus grande liberté que moi pour pouvoir le dire. Moi, je n'aurais pas le droit de vous le dire ici, étant moi-même une partie dans ce procès. Beaucoup d'interférences dans ce dossier peuvent conduire la justice à mal tourner, indépendamment de la volonté politique que moi j'ai vue aujourd'hui jusqu'à présent. Parce que quand on dit la DGRE, on a vu le nom d'Eco. On a précisément cherché. Je vais vous faire une révélation que j'ai indiquée aujourd'hui. Moi, quand ce dossier Martinez-Zogo est apparu, j'ai été approché par au moins deux de ceux qui sont aujourd'hui accusés. Mais pour des raisons qui étaient des raisons, ce qu'on appelle dans notre jargon la clause de conscience. Oui. Martinez-Zogo étant, j'allais dire, une personne qui avait une opinion, qui dénonçait, un peu comme je pense que nous tous, ce que nous faisons ici tous les jours, je ne me voyais pas allant défendre une personne qui, même si elle était suspecte seulement, avait fait quelque chose, était poursuivie dans le crime, l'assassinat d'une personne qui faisait à peu près ce que moi-même je voulais. Oui. Dans ma clause de conscience, j'ai refusé. Sauf que, quand j'ai été amené par la suite à discuter avec les autorités de l'État qui m'ont interpellé pour la DGRE, ce que j'ai apprécié et qui m'a fait accepter le dossier, c'était qu'ils ne m'ont donné aucune instruction dans un sens ou dans l'autre. Alors, vous jouissez d'une certaine liberté. Et si vous aviez eu ici des gens qui assistaient au procès, je ne sais pas si on s'est vu au procès à Yaoundé, je ne me souviens plus. Voilà, c'était seulement à Douala. Vous auriez vu qu'on a effectivement cette liberté totale. Et si le directeur général actuel, donc l'ancien directeur général, avait été d'une façon ou d'une autre mêlé, il y avait eu un indice, je pense que ça se serait. Donc il ne faut pas jeter à la vindicte les noms de gens, tout comme le nom d'une institution. Là où vous avez un peu raison, en faisant le procès de l'État, le procès du système, c'est parce qu'on est dans la mentalité, dans la psychologie de gens qui sont investis, qui sont noyés dans le culte de l'impunité. Mais ça ne veut pas dire que c'est une institution ou un organe d'État qui l'a réalisé, parce que ça se serait vu au fur et à mesure des recherches. Jusqu'à présent, moi-même, je cherche. On m'a laissé la liberté totale, et si la DGRE avait été d'une façon ou d'une autre impliquée, j'avais la liberté, bien que la DGRE doive par la suite assumer les responsabilités financières de ces agents. Ils m'ont dit, vous pouvez y aller librement, au moins on saura ce qui s'est passé. Mais la justice, malheureusement, dysfonctionne dans ce dossier. La longueur du procès, les procédures biscornues. On a fait venir une quarantaine de témoins sans qu'on ne puisse s'assurer préalablement de l'efficacité de leur témoignage. Donc le procès, il tire en longueur. Et là, je vous donne encore raison sur ce coup-là. Vous avez employé une expression que j'aime bien qui est comment vous avez encore de la mémoire ? La discontinuité de la mémoire. Qui était une expression qui était ma conception, mais je n'avais pas le mot, l'expression aussi jolie que celle que vous avez. Merci. De toute évidence, on sent que
ceux qui poursuivent et ceux qui jugent font tout pour étirer autant que possible l'énergie, la volonté, l'attention et la préoccupation des citoyens. Et malheureusement, ils utilisent tous les moyens. On a fait faire des tas de procédures qui ne se justifiaient pas. On n'a jamais eu accès au dossier. Le ministère public a décidé de privatiser ce dossier. Jusqu'au jour où je vous parle, les seules pièces que nous avons, c'est les seuls éléments du rapport d'expertise. Parce que nous avons eu la chance, le jour où l'expert a été convoqué, il nous a dit non, moi je ne peux pas parler sans ce rapport, j'ai besoin d'avoir sous les yeux. Alors tous les avocats ont sauté à pieds joints sur l'occasion en se disant, si vous devez remettre ce rapport à l'expert, on ne peut pas se contenter d'avoir un échange par-dessus la tête entre le ministère public, c'est-à-dire le commissaire du gouvernement, et sans que nous, on ne sache exactement de quoi il parle. Oui. C'est ainsi qu'on a insisté, on a dû suspendre le procès pour nous permettre d'avoir les rapports. En dehors de ça, le ministère public a décidé de gérer pour lui seul l'entièreté du dossier, a décidé de confiner l'État du Cameroun à son seul rôle de civilement responsable, alors que l'État peut avoir, n'importe quelle personne d'ailleurs, peut avoir des prétentions comme partie civile si elle estime que ses intérêts financiers, moraux, matériels ont pu éventuellement... Ils ont refusé, le tribunal a suivi. Quand le CED lui envoie le service central des recherches judiciaires qui a initié la procédure, lui envoie des dossiers qui concernent d'autres personnes, il décide de les garder par devers lui. Il y a des gens dont les noms sont cités et qui ne sont malheureusement pas à jour. Le dernier rapport d'ailleurs a permis d'entendre encore d'autres noms dont on se demande aujourd'hui pourquoi ces personnes n'ont jamais été convoquées. On a entendu des tas de personnes, on ne sait pas trop pourquoi. Des gens qui étaient des sous-fifres à l'intérieur du corps, on les a fait venir. Or, aujourd'hui, l'expert révèle des conversations téléphoniques qui sont intervenues avec les acteurs à un moment donné. Pourquoi ces personnes n'ont jamais été entendues à un titre ou à un autre? Voilà les vraies questions qui se posent. La justice dysfonctionne dans le procès. Et je dois dire que là où vous avez raison, encore une fois, pardonnez-moi, de faire le professeur qui distribue les bons ou les mauvais points aujourd'hui, parce qu'il faut rétablir l'ordre des choses, c'est de dire que c'est aussi le procès du système, dans la mesure où tout le monde est resté en attente, en se disant, comme on ne sait pas de quel côté le vent va tourner, les mouches ont peur de changer d'âne. Donc tout le monde reste campé en se disant, on attend le gouvernement d'y voir plus clair, qui va être le prochain ministre de la Justice, le ministre de la Défense, comment les choses vont se goupiller, parce que si aujourd'hui on fait un peu de zèle, ça risque peut-être de nous retomber. Donc, à partir de ce moment, professeur Maître Sira, on se dit que c'est peut-être une question fermée. Lorsqu'on assiste souvent à des procès au tribunal, on se dit, généralement sur le fronton, on dit la justice est rendue au peuple. À quel niveau se trouve le peuple dans tout ce que vous êtes en train de décrire? Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le peuple n'est pas obligé d'être invité. On n'est pas obligé de transporter la justice dans la rue. Mais le peuple a le devoir d'avoir un regard sur le procès qui le concerne. Oui. À aucun moment, je n'ai entendu... Alors, moi-même, peut-être que vous allez mal me juger, moi j'ai demandé un huis clos partiel qui a été refusé. Parce que les agents de la DGRE... devaient témoigner à visage découvert. Et je considérais que pour que leur témoignage puisse être efficace, il fallait peut-être qu'il soit protégé. Parce que celui qui vient en craignant ce qui pourrait être demain, son identité. Tout à fait, en donnant son identité, non seulement il ne peut plus être efficace comme agent, mais en plus de ça, il met en jeu sa propre sécurité. On a refusé le huis clos. Donc aujourd'hui, que le peuple refuse de venir aux audiences pour pouvoir assister à ce qui le concerne, on ne peut pas accuser l'État ou la justice de tout. Là, en l'occurrence, si la justice doit être rendue au nom du peuple, il faut que le peuple vienne, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, notre question avait un sens. Vous sortez par là, maître. Vous avez dit justement que le ministère public a confiné un certain nombre de dossiers, mais on se dit que dans une procédure judiciaire normale, on ne devrait pas confiner, tout devrait être ouvert. Et cela, la justice doit être rendue pour le peuple. C'est dans cet ordre-là que nous posions la question. Une fois qu'il y a une sorte de confinement du dossier, est-ce qu'on le fait encore pour le peuple? Non, je pense qu'il y a des acteurs, chacun a son... Normalement, le ministère public est censé poursuivre, parce que sa seule préoccupation doit être
la sauvegarde de l'ordre public, normalement. Il protège l'ordre public. Or là, en l'occurrence, l'ordre public a été plus que... Je veux dire, il n'y a pas valeur plus importante dans un code pénal. Je crois même en Afghanistan ou en Iran, ça doit être la même chose que la vie humaine. Tout à fait. Là, en l'occurrence, un homme a été tué dans des conditions de barbarie qui confinent à l'inhumanité, à la bestialité. Donc le ministère public, en l'occurrence, devrait être encore plus préoccupé qu'auparavant à des questions sur la question de l'ordre public. Malheureusement, là, en l'occurrence, je vous dis, on joue. Venez au procès. Si vous m'obligez, moi, à parler, j'ai la difficulté de ne pas avoir en face de moi un contradicteur, un interlocuteur, ce qui me limite moi-même. Je veux que vous veniez au procès. On ne peut pas connaître ce dossier. Ce dossier, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de nous-mêmes. C'est la justice, c'est l'humanité, c'est le fonctionnement. Il y a tellement d'enjeux et de valeurs dans ce procès que si on ne s'intéresse pas à ça aujourd'hui, je ne sais pas à quel type de procès on pourrait s'intéresser. Professeur Maître Assira, merci. Alors, nous serons un tout petit peu carrés là-dessus. Vous allez nous comprendre. Le Cador et le Papi, Michel Michaud-Moussala, est-ce qu'on peut imaginer la question qui a été posée dès le départ? On est au grand soir, c'est vous-même qui avez sorti l'expression sur ce plateau. Est-ce que dans cette logique de grand soir, le président peut justement ordonner que ceux qui avaient peut-être l'habitude de faire un certain nombre de choses, cette fois, soient véritablement frappés parce qu'il faut remettre la balle au centre, l'église au centre du village? Xavier, vous savez, je suis un peu dans la logique du journaliste qui est sans état d'âme pour raconter la chose vue. Et entendue. Et même sentie. Et même sentie. On peut nous donner toutes les formes de démarche parce que informer, former, dénoncer, ça fait partie de notre métier. Qu'est-ce qui est de nouveau? Vous savez que dans le cadre de cette affaire, depuis 3 ans, il s'est passé qu'il y ait même des ordonnances de renvoi où on demandait de mettre certaines personnes en liberté. Il y a d'autres ordonnances contrariant celle-là. Donc ça va de rebondissement en rebondissement. Nous parlions des images. On parle d'une image qui fait le buzz et qui vient de rappeler à l'intention de tout un citoyen, de tout être humain, que voilà les conditions dans lesquelles M. Martinez-Zogo est mort. Est-ce qu'il faut utiliser une attitude du recul pour ne pas citer ceux dont les images elles-mêmes interpellent? Moi, je parle de la DGRE parce que la mission de la DGRE, si vous lisez les tests organisant cette structure, c'est une structure qui est faite, par exemple, comme nous avions affaire quand il y avait l'affaire Bakassi jusqu'aujourd'hui, comme on a l'affaire avec Boko Haram, quand nos frontières sont menacées, c'est la Direction générale de recherche extérieure. Mais quand vous trouvez les éléments de la DGRE en train de voir les conteneurs, saisir les conteneurs de vin rouge dans la ville, c'est ça leur compétence. Quand on a devenu une structure et qu'on est venu en parler à pâter des responsables avec l'argent, on vous parle des affaires de 100 000 pour une structure qui a des sommes faramineuses hors budget. Il faudrait qu'on démontre aux yeux des Camerounais pour assainir le reste des structures. On n'en parle pas seulement de Martinez. Nous parlions du futur. Tout à fait. C'est surtout ça, le futur. Parce que si nous n'arrivions pas à parler, à conjuguer le futur, pour que ce Cameroun que nous allons laisser à nos enfants en soit un état de droit, et que les services dans leur mission, nous allions chez les autres, nous ne vivions pas la peur quand vous marchez en route. Vous êtes en sécurité, vous vivez à Yaoundé, vous vivez à Douala, vous marchez avec une certaine peur, vous n'êtes pas sûr de franchir le portail de votre maison quand vous venez sur un plateau de télévision. Parce que vous posez bien des questions, quels sont les gens qui vous jugent? Moi, je ne serais pas aussi tâtonnant quand il faut parler d'une structure qui sort de ces cadres, de ces missions régaliennes. Donc, Martinez est victime sans s'y attendre à ce que ce soit son sang qui vienne mettre un pays en état de décomposition comme
Vous vous imaginez tout ce qui se passe au sommet de l'État, des bagarres, depuis l'assassinat de Martinez au sommet de l'État. Il se passe des choses bizarres, bizarroïdes. Les règlements se font, toutes les affaires que vous voyez autour de la République, tout part de la mort de Martinez Zogo. Ce n'est pas... Vous attendiez quoi du peuple? Oui, moi je me mets à la place du peuple. Je suis citoyen camerounais. Écoutez, il y a des spécialistes du droit qui décryptent à leur manière les procédures qui sont devant eux. Le peuple n'a pas le droit d'aller voir le procès verbal d'audition de X ou Y ou Z. C'est ce qui est dit au cours des audiences. C'est ce qui est fait. Les quelques bribes qui ont fuité dans la presse, nous avions publié. Donc, on ne peut pas être dans la logique de l'attentisme dans une affaire qui entame la tête et les têtes des citoyens camerounais. Il faut que nous disions, ce sont nos frères qui ont la charge de la gestion de la nation. Ce sont nos frères qui sont des hommes en tenue avec lesquels nous partageons notre quotidien tous les jours. Mais il est impossible, intolérable, qu'on laisse que, sous le fallacieux prétexte que le pouvoir que la nation, le peuple t'a commis pour la préservation de la paix, que tu en prennes pour venir terroriser X, Y ou Z. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que, Michel. Pour nous, une institution comme la DGRE peut être interpellée. Ça aurait pu être la délégation générale à la sécurité nationale, ça aurait pu être la sécurité militaire, ça aurait pu être n'importe quoi. Donc, tous ces services doivent être au service de la nation et non qu'elles soient contre-productives. Merci. Alors, Philippe Nangar, ces services doivent être au service de la nation. On le fait comment? Est-ce qu'il y a urgence d'inculquer à ces personnes qui travaillent dans ces services d'autres valeurs plus morales, plus chrétiennes même, pour qu'on n'en arrive plus à des assassinats aussi barbares tels que celle de Martinez? Vous posez une question comme si on avait changé de système. On a dit depuis un moment ici qu'on était en train, nous étions en train de suivre là un procès du système. Donc, le système, c'est tout ce qui peut produire tout ce que nous décrivons depuis un moment concernant ce procès. C'est le système qui construit tout ça. Donc vous ne pouvez pas poser cette question-là alors qu'on est dans le même système. Je ne sais pas, quelqu'un disait dans un autre média, est-ce que ces gens qui l'ont fait et qui ont posé ces actes-là sont formés pour faire ça? Donc, parce que la vidéo, semble-t-il, montrait quand même des façons de faire qui ne peuvent pas être des façons prodiguées, voilà, d'amateurs, des façons de faire, je veux dire, encadrées par la loi. Donc, pour le moment, je pense que nous sommes loin de penser que dans le même système, les comportements des personnes, évidemment que dans ce système-là, on peut avoir des personnes qui gardent, n'est-ce pas, une certaine orthodoxie. Voilà, leur hauteur, leur indépendance, leur capacité à être impartial. On en connaît, qui soient de ce système et qui ont de la hauteur. Il y en a. Mais de façon globale, penser qu'il faut inculquer, non, on le dit tous les jours, n'est-ce pas, nos communications dans les plateaux, c'est justement pour éduquer ces gens-là, pour dire attention. Est-ce que le message passe? Les résultats nous montrent que le message n'est pas compris. Parce que, mais nous devons continuer à faire ce travail-là, c'est-à-dire dire aux gens, expliquer aux policiers qui sont en route que la tenue qu'il porte est payée par le citoyen, que lui, il méprise sur le terrain. Lui faire savoir que le salaire qu'il reçoit tous les mois est le fruit de nos cotisations, n'est-ce pas, au quotidien. Dire au préfet, au sous-préfet, aux juges, aux magistrats, au colonel, au général, que l'argent qu'il touche, les moyens qui sont mis à sa disposition pour faire son travail, sont en réalité le fruit de nos cotisations. Et donc, il doit faire son travail en le sachant, en prenant en considération qu'en réalité, nous, on ne lui donne pas cet argent pour faire contre nous, on lui donne ses moyens, cet argent-là, pour nous protéger. Pour nous. Et donc, nous devons continuer à faire ce travail-là, tout au moins la conscience existe chez chacun d'entre nous. Et donc, peut-être seuls dans leur chambre, quand ils se retrouvent, ils peuvent réécouter ce que nous disons et peut-être à ce moment-là
se poser tout au moins des questions, réfléchir autrement, et peut-être qu'on aurait une société moins brutale, moins sauvage, comme ce qu'on vit jusqu'ici dans notre pays. Merci. Philippe Nanga, on sort avec vous, Clément Jo. Doit-on s'attendre à ce que le cas Martinez soit le dernier et que tout ce qu'il y a eu autour, tout le randam qu'il y a autour, change l'attitude comportementale de certains agents de certaines structures dont on ne citera pas nommément? Non, le système ne peut pas changer. Comment vous pouvez penser? C'est le même système qui est là. Le problème, c'est le problème. Nous avons pris un exemple tout à l'heure qui marchait bien. On peut être dans le même système, mais on décide de changer. C'est la raison pour laquelle on a cité Sun Tzu dans l'art de la guerre. C'est pas nous qui avons écrit. C'est le même système qui reste, mais le roi décide de sacrifier un général pour changer le système et se faire aimer. Non. Dans le cas de Sun Tzu, il avait encore la main. Dans le cas du Cameroun, autour du roi, il y a des monstres. Il a lui-même peur des monstres qu'il a fabriqués. C'est ça le véritable problème. C'est justement pourquoi cette bataille-là crée ce que nous sommes en train de voir. Parce qu'en principe, si un service comme la DGRE est incriminé dans un pays pour un crime, et quand vous voyez cette vidéo-là, vous constatez que ce sont les spécialistes, c'est-à-dire ceux qui sont habitués à poser ce genre d'actes qui l'ont fait. Et avec les mots codés, quand vous suivez, avec les mots codés, ça veut dire qu'il y avait un commanditaire quelque part. Il faut même voir, Jo, ce service existerait pourquoi à la direction générale de la DGRE, si ce n'est pour mission d'éteindre physiquement des individus. C'est ça. Parce c'est impensable de croire. C'est parce qu'en principe, moi je peux comprendre la gêne de Maître Assira. Moi je peux comprendre la gêne de Maître Assira. Vous savez, moi je suis un politique. Moi, c'est un système qui a broyé les gens, qui a broyé les journalistes, les Ndjaoui, les Moussala, les Ouazizi. C'est un système qui broie, qui a tué les Kanais. C'est un système qui broie. Non, là, attendez, s'il vous plaît, non, vous n'allez pas dire ça. Non, attendez, vous n'allez pas dire ça comme ça, oui. Non, attendez. Vous savez, vous n'allez pas, à un certain moment donné, avoir peur des mots. Vous allez attendre 10 ans, 20 ans, pour qu'on vous sorte... Voici ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des archives. Demain ou après-demain, après bien, on fera le procès du régime Biya. Et vous seriez effroyés par les résultats du style de criminalité qui s'est passé dans ce pays. Parce que ce n'est pas possible. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on enlève un journaliste et on va le jeter dans une broussaille? Tout simplement à cause de ses opinions. Parce que quelqu'un a dit quelque chose où les uns ne sont pas d'accord, il est mis à mort. Et c'est grave. Merci Clément. Est-ce que vous pensez le regard extérieur vis-à-vis du Cameroun? Comment on nous regarde à l'extérieur par rapport seulement au procès Martinez-Zogo? Comment on nous regarde? Si cette vidéo-là, elle n'est pas allée jusqu'en terme, hein, parce que je crois qu'on a pris une infime partie. Pour rendre compte au chef, on commence du début. Ça veut dire que la vidéo a été faite depuis l'arrestation de Martinez, c'est-à-dire que depuis là où il a été incarcéré, là, la torture a commencé. On nous montre seulement la fin de la vidéo, quand il est en train, en fait, quand il est agonisant. Vous ne pouvez pas accepter dans un pays comme le Cameroun que nous soyons sur votre plateau, qu'au sortir de ce plateau, personne ne soit sûr qu'il va arriver chez lui. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est dangereux. On ne peut pas tuer les gens pour leurs opinions. Surtout quand on est un pays où on réclame à corps et à sang la justice. Beaucoup de gens dans ce pays n'y croient plus. Les gens ne croient plus à la justice. Parce que la justice aujourd'hui au Cameroun est à la solde de ceux qui ont la finance. Regardez les différents reportages après la diffusion de la vidéo de Martinez-Zogo. J'ai honte des journalistes camerounais. Alors, c'est-à-dire que le corps journalistique, vous savez,
la présidente il faut sortir, il faut justement du CNJC a été obligée de faire un communiqué. Merci Clément. Nous vous avons suivi sur le sujet. On est bien évidemment conscient du fait que c'est un sujet qui charrie énormément d'émotions parce que c'est un homme qui est mort, tué de la façon la plus barbare, et avec toute votre indulgence, nous vous amenons, madame, messieurs qui suivez ce programme, à nous excuser pour cette petite extension que nous avons eue sur cette thématique, mais vous comprenez qu'il s'agit là de justice sociale, et à qui le tour, qui est le prochain, notamment sur la liste. Il était donc question que nous prenions assez de temps pour parler de cette thématique, et c'est une manière de faire la transition entre la prochaine thématique qui sera visiblement revue en quelques minutes seulement, celle relative effectivement à l'affinement, ou du moins à expulser du fichier solde de l'État beaucoup de hauts fonctionnaires qui ont aligné plusieurs enfants et qui touchent des allocations familiales pour cela. Et d'ailleurs, parlant de cette opération Alpha lancée par le ministre des Finances, je vous propose d'écouter ce bref extrait du MINFI que voici lors de l'opération, le lancement de cette opération. Le gouvernement s'est engagé depuis quelques années à faire de l'assainissement du fichier solde un vecteur important de maîtrise de la masse des salaires et des pensions. C'est dans ce sens que de nombreuses opérations ont été organisées par le ministère des Finances, le ministère de la Fonction publique et les ministères sectoriels visant à extirper du fichier solde les agents ayant abandonné leur poste de travail ou décédés, d'une part, et à supprimer les rubriques des salaires ou pensions servies indûment, d'autre part. Au rang de ces nombreuses activités, l'on peut rappeler l'opération de comptage physique du personnel de l'État organisée en 2018 qui, après la conduite de la phase contentieuse au Conseil permanent des disciplines de la fonction publique, continue de générer des économies budgétaires annuelles de plus de 30 milliards de francs CFA. L'on peut également évoquer l'opération de contrôle et de sécurisation du fichier des ayants droit et de la pension d'invalidité qui, depuis novembre 2021, génère des économies budgétaires de l'ordre de 12 milliards par an. D'autres opérations, dont l'audit de la majoration pour enfants servie aux retraités de la police et de l'armée, le recensement des décédés et plusieurs autres recensements sectoriels, notamment dans le secteur éducatif, continuent de générer des économies importantes. La plupart de ces opérations visaient la suppression du fichier solde des agents qui ne travaillent plus. L'objectif de l'opération Alpha, que nous avons la responsabilité de conduire, est donc d'extirper du fichier solde tous les enfants alignés frauduleusement, c'est-à-dire en l'absence d'un acte de naissance authentique, puis de recouvrer les sommes indûment payées au titre de ces derniers. Merci. Voilà donc la suite. Ceux qui ont aligné les enfants frauduleusement seront poursuivis. D'ailleurs, ils seront poursuivis en justice et l'ordre leur sera intimé effectivement de rembourser ce qu'ils ont eu à percevoir de manière frauduleuse. Michel Michaud-Moussala, quand on regarde cette pratique qui est quand même vieille, il faut le dire, notamment d'alignement des enfants, et on sait qu'il y a certains corps de métier, entre autres l'armée, est-ce que c'est faisable, par exemple, qu'au sein de l'armée, que des militaires soient frappés pour cela? Il ne faut pas trop s'y attendre. Hein. Je crois que ça, c'est pour noyer le poisson. Ça, c'est des vieilles pratiques, on le sait tous. Il y a 30 ans à peu près, ce même problème, ce même phénomène avait été soulevé par l'ancien ministre des Finances. On ne donne pas l'impression que c'est nouveau. On va poursuivre qui? Et ceux qui sont morts, et ceux qui sont vivants, on poursuivra qui? Parce qu'il y a ceux qui continuent à toucher même la pension des enfants qui ont 55 ans. Et lui-même étant en retraite. Mais c'est les mécanismes mis en place par le service informatique. C'est les services de la direction de la solde qui procèdent aux opérations. On appelle des individus au quartier, on te dit que non, on va te priver 12 salaires des 12 décédés de la fonction publique. Ça se passe. Quand on vient donner l'impression que c'est nouveau, non, c'est des histoires. Il n'en a pas les capacités. La réalité, c'est que ceux qui sont confrontés à cette réalité, eux-mêmes, ils te disent que nous, les avancements au grade, on fait 5 ans. Et quand on vous fait le rappel, on ne vous parle pas de 5 ans après. On vous donne ce qui peut vous être donné à l'instant I. En fait, cette démarche administrative, on peut bien implémenter des méthodes sécuritaires pour les soldes.
on a vécu une affaire où quelqu'un est en détention dans le cadre des milliers de salaires perçus par des individus. Mais on revient, on rechute. Quelques mois plus tard, on replonge à nous rappeler qu'il y a des hommes qui ont des enfants qu'ils alignent, qui n'ont pas de vrais actes. Non, on ne s'en sortira pas. Merci, Michel. En réalité, quand il y a je vais dire au ministre des Finances que s'il n'a pas, il y a des choses, les Camerounais, nous on s'attend à ce qu'il y ait un équilibre dans l'eau et dans l'électricité qui nous perturbe. Ça, c'est des choses d'endormissement. Merci. Michel Michaud-Moussala. Alors, Philippe Nanga, vous qui êtes épris de justice, est-ce que cet audit des allocations familiales relève quelque part de certaines failles structurelles? Bien sûr que oui, parce que si les choses fonctionnent normalement, le phénomène n'existerait pas depuis 30 ans. En 2018, le Cameroun a adopté une loi qui s'appelle le Code de la transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Si vous lisez cette loi-là, elle dispose de beaucoup d'encadrements qui sécurisent la dépense publique. Et pourtant, ça n'est pas respecté. Moi, c'est toujours très drôle, très amusant quand j'écoute le ministre des Finances parce qu'il revient tous les 2 ans nous dire que non, cette fois-ci, on a une opération de machin. Et il ne se rend pas compte lui-même que ça fait la 4e ou la 5e fois qu'il comme si d'autres États n'existaient pas. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. Il vient sur le plateau pour nous dire la même chose et il ne vient jamais nous dire 2 ans après, voilà, on a collecté 3 milliards et que désormais, voilà. C'est comme si c'est des nouvelles personnes qui sont rentrées dans la fonction publique et donc il faut recommencer l'opération. Vraiment, je pense que le ministre des Finances devrait pouvoir attaquer des vraies questions qui pourraient améliorer nos conditions de vie. Ce serait plus tranquille pour nous que de nous sortir à chaque fois ces opérations dont on ne voit jamais concrètement les résultats et les améliorations dans notre quotidienneté. Merci Philippe. Alors Clément Jo, il y a d'ailleurs un Camerounais qui s'est appesanti sur la question. Il a d'ailleurs fait un long texte, une sorte de lettre ouverte qui se retrouve également sur les réseaux sociaux. Il dit en substance, les complicités sont internes. On ne peut pas aligner 100 enfants, 10 enfants s'il n'y a pas des complices à l'interne avec qui on partage le butin. Est-ce que le ministre devrait d'abord regarder cela? Vous êtes dans un pays où il y a dans les villages où les enfants n'ont pas d'acte de naissance. Moi, j'ai vu une grande fille qui est venue me voir à 22 ans. Elle me disait qu'elle n'a pas d'acte de naissance. Moi, j'étais abasourdi. Vous pouvez déjà comprendre ça. Et comprendre qu'en fait, ce que le ministre fait, c'est de la roubladise. C'est comme un jeu, c'est du pipeau. Parce qu'en fait, il y a 3 ans, il est venu dire la même chose aujourd'hui. Et les forces armées qui prennent l'allocation de leurs enfants quand ils ont 50 ans, 60 ans, qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas prouvé. Comment vous dites que c'est pas prouvé? C'est pas prouvé. Comment vous dites que c'est pas prouvé? C'est parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire sur ce plateau. Comment vous dites ça? Je vous le dis, que les forces armées, les militaires dans ce pays touchent les allocations de leurs enfants à plus de l'âge de la maturité. C'est triste, mais c'est la réalité. Alors, c'est comme si vous dites que vous êtes dans le groupe Balafon, vous avez ici, dans votre groupe, vous avez 70 employés, et que votre PDG, chaque fois qu'il y a une naissance, vous dites quand même au PDG, il y a une naissance, il y a quand même quelque chose qui montre qu'il y a eu une naissance, qu'un employé a pu faire un enfant. Comment lui, le ministre, n'arrive pas à faire ça? Ça veut dire que rien n'est mis sur pied pour que ça soit bien fait. À un certain moment donné, ça amuse la galerie. Quand il dit ça, vous savez, le Camerounais lambda, le petit Camerounais de Panda Yon là, de Kolofata, ce que lui veut savoir, c'est est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a de l'électricité, est-ce que je peux manger? C'est pas ce que le ministre est en train de dire là. Parce que franchement, à la vérité, ça ne change fondamentalement rien. Merci. Gardez ce reportage-là d'ici 3 ans. Si le même système n'est pas encore tombé, il viendra dire la même chose. Alors, c'est parti d'un constat, maître Claude Assira. 59 000 ou encore 5 594 728 cas d'enfants alignés ou encore alignés en mars 2024. Et puis, on a 92 927 307 en mars 2026, soit une augmentation de 55%. Est-ce qu'on peut se dire que c'est ça quand même qui a alerté, monsieur le ministre, pour cette sortie? D'ailleurs, vous qui êtes un juriste, est-ce que techniquement, c'est possible de poursuivre ces personnes qui ont perçu indûment certaines allocations familiales? Oui, dans l'absolu. Et je pense qu'on poursuivra
un ou deux lampistes, voilà, pour essayer de donner un exemple, faire semblant. J'ai un collègue de l'université que vous devez connaître aussi, qui s'appelle Claude Abbé. Il a une expression que j'aime bien, c'est de la gesticulation institutionnelle. Et je suis entièrement d'accord avec lui. C'est la gesticulation institutionnelle. Vous savez que le gouvernement est aujourd'hui, je pense que tous ils devraient normalement être démissionnaires. Pourquoi? Non mais c'est vrai. Au lendemain d'une... Non mais je suis sincère. Oui, bien sûr. Il y a une élection présidentielle qui est intervenue au mois de novembre. Il y a eu un nouveau président. Enfin, le président est parti pour un nouveau mandat depuis le 6 novembre. Donc depuis pratiquement... On a fait une promesse de gouvernement. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous tous les pays africains qui ont connu à peu près le même processus que le Cameroun. Ils ont changé de gouvernement, la Côte d'Ivoire, je crois, le Sénégal, le Gabon, le Bénin même. Tout récemment. Tous les membres du gouvernement d'aujourd'hui, là, il n'y en a aucun qui ne mérite d'être là, de prendre la place et de signer ce qu'il... Je dis aucun. Normalement, si on était dans une vraie république. Merci. Donc, entre-temps, il faut qu'il fasse l'animation. Donc, comme il n'y a rien qui est précis, chacun essaye dans son coin, l'impression que, voilà, oui, c'est ce à quoi on assiste. Le président de la République lui-même, depuis pratiquement 20 ans, dans tous ses discours, a le même mot qui consiste à dire la lutte contre la corruption, la lutte contre la corruption. Et pourtant, la corruption reste... Et vous pensez donc que vraiment, c'est un simple ministre, il est puissant, c'est vrai, mais j'ai dit quelqu'un qui a moins de pouvoir que le président de la République, qui arrivera pour déboulonner un système qui est la base consubstantielle de son existence. La question reste donc posée. Maître Claude Assira, merci infiniment d'être venu sur ce plateau, vous qui venez de Yaoundé. J'allais dire le père Michel Moussala, merci infiniment d'être là. Philippe Nanga, merci. Clément Jo, merci. On imagine que les débats ont été houleux. Effectivement, les lumières vont s'éteindre, les micros vont s'arrêter, mais le débat continue chez vous. Madame, Messieurs, donnons nos rendez-vous dimanche prochain pour d'autres sujets d'actualité.